Le sketch que j'ai le plus aimé du Bye Bye 2025, d'un point de vue théorique, c'est celui sur la SAQ. Puis la raison, c'est que, dans le fond, on voit des changements de mode de consommation par rapport à la consommation de vin, surtout générationnel. Il y a aussi le fait qu'on a légalisé le pot en chemin. Il y a aussi le fait que les jeunes ont moins d'argent pour dépenser ce genre d'argent-là. Donc, c'est vraiment un luxe de baby boomer, là, d'aller au resto avec du vin ou de gens qui ont réussi à se placer dans certains jobs. Mais bon, grosso modo, c'est pas accessible pour la plupart du monde. Mais c'est surtout que je me suis même obstiné un peu avec les intelligences artificielles parce qu'ils me disaient que les bénéfices dépassaient largement les coûts. Puis je disais, non, t'as tort. Comme ça arrive souvent en passant avec les intelligences artificielles au tard. Puis j'ai dit, tu comptes fort probablement pas toutes les hospitalisations indirectes. Puis il dit, je compte quasiment pas les hospitalisations, effectivement, parce que dans le fond, la plupart du temps, le diagnostic va pas dire alcoolisme. Même si chaque goutte d'alcool nuit à toutes les cellules de ton corps, j'exagère à peine parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai entendues de plusieurs scientifiques, c'est des choses qui semblent être un consensus. Ça a changé beaucoup, hein, l'opinion. Tu sais, je veux dire, il y a une époque où les médecins recommandaient de fumer pour relaxer, c'est long, c'est révolu. Puis, tu sais, petite parenthèse théorique ici sur l'épistémologie, là, la branche de la philosophie qui s'intéresse aux sciences, ou tout simplement sur les réflexions sur les philosophies des sciences. Être pro-science, c'est essentiellement être capable de changer d'idée. Parce que la science est tout le temps en train d'apporter des nouveaux faits. Fait que la science, c'est pas comme quand j'avais 12 ans, j'ai lu un livre qui disait que la réalité c'était ça, et donc c'est ça parce que je suis scientifique. Ça, c'est comme la religion dogmatique de juste un point de vue scientifique. T'sais. Mais la science évolue tout le temps. Tu sais, des points de vue scientifiques, je sais pas, moi, par exemple, des fois aussi, c'est comme des œillères. Tu sais, je me souviens, il y avait. Moi, j'étudiais en anthropologie, puis il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient parce que, bon, je suis montréalais. Et donc, c'est intéressant pour une personne francophone de venir dans les Amériques, mais dans une université francophone, grosse comme celle qu'on a à Montréal. Et donc, j'ai vu des Français me dire des choses comme vous parlez le même français qu'il y a 500 ans. Puis là, j'étais comme, what the fuck? Puis il dit, non, non, mais je suis sérieux, là, il y a des maîtrises qui ont été faites là-dessus. Puis je me l'ai fait dire plus qu'une fois, là, c'était comme une opinion française qui a évidemment évolué parce que c'était n'importe quoi. Mais moi, l'affaire que je disais d'emblée, c'est, regarde, je parle pas pareil comme mes grands-parents. Comment veux-tu que notre français n'ait pas changé? Non, mais ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, ce son-là, il est encore présent chez vous. Oui, mais il y a des sons qui sont encore présents chez vous aussi. Tu sais, je veux dire, il y a eu des évolutions linguistiques des deux bords. Et parce qu'on a un ancêtre commun, qui est le vieux français de là, 4-5 siècles, whatever, ben évidemment que, tu sais, c'est comme les branches d'un arbre, ça a évolué dans différentes directions. Un peu comme l'évolution biologique, on a des ancêtres communs, mais ça évolue dans des tendances. Et donc, dans cette population-là, tu remarques telle maladie, dans cette population-là, tu remarques telle qualité, etc. C'est la même affaire scientifiquement, mais d'un point de vue linguistique. Et donc, dire qu'on a le même français qu'avant, c'est pas ça que l'étude dit. Ce que l'étude dit, c'est qu'il y a des sons qui ont disparu dans le français parisien, qui sont toujours présents dans le français québécois. Et là, si tu veux dire statistiquement, il y a plus de sons d'un côté et de l'autre qui sont restés, ben c'est peut-être juste parce qu'on est plus resté fidèle au français original, parce qu'à Paris, l'Académie française a écrasé le français. Un exemple simple que je peux vous donner, le français, je peux vous donner un exemple simple de ça. Là-bas, tu sais, c'est L-A accent grave, B-A-S. Donc, le A accent grave, c'est la, puis le B-A-S, le A-S, c'est A. Fait que c'est deux A différents. C'est vrai qu'un français standardisé va dire là-bas, tu sais, A-A. Je m'en calisse comment ils le prononcent exactement. Mon but, c'est pas d'imiter leur accent. Je m'en ai rien à foutre de leur accent. Ils ont leur accent, c'est leur style d'affaires. Mais c'est vrai qu'on a peut-être plus respecté certains trucs. Et donc, peut-être statistiquement, on a moins changé. Mais le changement est toujours là. Et ça, c'est une espèce de donnée scientifique. C'est une base scientifique. Donc, pour revenir à l'alcool,
V'là pas longtemps, on disait un verre, c'est bon, ça peut détendre. On disait même ça aux mères enceintes. Maintenant, non, chaque cellule du corps n'aime pas l'alcool. L'alcool, c'est un poison que le corps cherche à éliminer à tout prix. Ça fait fonctionner non seulement le foie, les reins, etc., mais ça toxifie les cellules. Et donc, les conséquences long terme de l'alcool sont multiples. Ils peuvent être liés au cancer, ils peuvent être liés à des formes de démence, à de l'inflammation, ils peuvent être liés à peu près n'importe quoi. Parce que dans le fond, c'est essentiellement un poison. Fait que de dire que l'État cherche à faire du profit avec un poison, quand on vit dans un État-providence qui simultanément, d'un côté, diabolise la cigarette, là, je veux dire, il n'y a plus un paquet de cigarettes que tu es capable de reconnaître parce que c'est juste des warnings que ça te tue, tandis que les bouteilles de vin, c'est beau, c'est élégant, machin, machin. Même qu'on va démocratiser ça, on va s'arranger pour que les vins plus chers soient moins chers en chargeant les vins plus chers aux clients. Tu sais, donc, autrement dit, si tu achètes un vin à 15$, tu le payes beaucoup plus cher en prorata, de façon à ce que les snobs qui vont se payer un vin à 100$ vont le payer moins cher au prorata. C'est du bullshit, c'est juste comme de l'élitisme caché dans une société d'État, quand ils pourraient juste taxer, mettre des étiquettes en disant « ça vous tue », puis on n'est pas intéressé à ce que vous consommiez ça, parce que ça surcharge notre système de santé, qui lui nous coûte très cher. Donc je m'en fous la quantité d'argent que la SAQ apporte, c'est impossible que ça l'apporte plus que ce que ça crée comme problématique de santé. Puis là, je ne suis pas en train de parler du fait qu'en santé, on cherche à sauver la vie de tout le monde dans les dernières minutes de leur vie, que ça coûte extrêmement cher, puis on devrait accepter la mort. J'en ai parlé hier dans ma vidéo de hier sur Trump et Maduro. Accepter la mort, c'est comme un peu un postulat de base, je ne le répéterai pas. Mais si tu as un point de vue qui, d'un côté, cherche à promouvoir la santé, parce que dans le fond, tu veux faire de la prévention pour que ton système de santé te coûte moins cher, mais de l'autre côté, tu veux absolument maintenir tes acquis au niveau des profits que l'alcool te donne parce que tu es convaincu qu'il y a plus de profits que de pertes, quand en fait, premièrement, c'est pas juste une question d'argent la vie. Hein? On voit bien, on est en train de détruire notre environnement. Mais deuxièmement, c'est jamais vrai que ça balance en réalité. C'est tout le temps des erreurs comptables qui ne considèrent pas vraiment tous les impacts des désastres environnementaux, tous les impacts des déséquilibres au niveau de la justice sociale par rapport aux coûts économiques et tous les impacts sur la santé de choses comme la cigarette, l'alcool, le pot qu'on a légalisé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut criminaliser ces choses-là, mais je suis en train de dire que quand tu le légalises, puis là, tout à coup, tu te dis, bien, on va faire du cash avec ça, il faut que tu considères les coûts que tu vas avoir dans le système. Les problèmes de santé mentale liés à la consommation de marijuana aussi sont immenses. Donc, j'ai aimé ce sketch-là parce que je l'ai trouvé un peu plus poussé au niveau de l'analyse politique. Fait que je pense que le bye-bye m'a satisfait dans ce sens-là, où il était peut-être moins punché à certains égards. D'ailleurs, un des auteurs là, qui travaillait avec Sully, j'oublie son nom, mais je ne l'ai jamais trouvé particulièrement drôle. Je ne veux pas être trop méchant en disant ça, je trouve juste pas que c'est un gars drôle, il fait tout le temps un peu les mêmes voix niaiseuses, mais sa force, c'est qu'il est capable d'être un peu plus politique. Il est peut-être un petit peu trop woke dans son espèce d'étiquette de tout le temps voir les choses du même point de vue, là. Puis justement, en tant qu'humoriste, peut-être qu'il faut être un peu plus neutre pour être capable de voir les deux côtés de la médaille. Mais je trouve qu'il est capable, lui et son équipe, d'aller dans des directions qui sont un petit peu plus sujet d'actualité politique, ce qui rend le débat intéressant. Au minimum, ça ouvre la possibilité au débat. Puis là-dessus, j'ai trouvé ça réussi. Mais bon, concluons en disant la drogue, ça te détruit. Fait que si tu penses qu'il y a du profit à faire là-dedans, puis que tu es une société d'État, regarde les deux côtés. Il faut que la main droite parle à main gauche, là, puis il faut que ça balance comme il faut. Juste par exemple, pour finir là-dessus, à peu près toutes les études que j'ai vues au niveau de la prévention, que ce soit en petite enfance, en environnement, peu importe comment qu'on le voit, les injustices sociales. Quand je parle des injustices sociales, je parle surtout du déséquilibre, là, du fait qu'il y a des gens extrêmement pauvres qui n'ont pas accès à plein de choses et les conséquences que ça a. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de la prévention dans le système, ça semble coûter 7 fois environ moins cher que quand on
que quand on fait l'inverse, que quand on s'occupe une fois le dégât. Autrement dit, mettons qu'on pourrait poser des actions pour prévenir des désastres écologiques liés au réchauffement climatique, notamment par les gaz à effet de serre. Bien, les coûts que ça va avoir sur notre société, les problématiques que les gaz à effet de serre font, risquent environ d'être 7 fois plus chers que si on avait appliqué plus tôt des mesures préventives pour, par exemple, capter les gaz, les réduire. Il y a différentes façons là, de s'assurer qu'il y ait moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais bon, ça semble être un ratio de 1,7 à peu près que j'ai vu dans plein d'études. Là, fait que bon, méta-analyse me donne cette direction-là. Mais boire un verre d'alcool, c'est toujours aller dans la direction du dommage aux cellules biologiques. Et donc, du point de vue biochimique, il n'y a aucun doute que l'alcool, c'est néfaste. Et le fait que l'État en fasse la promotion est hautement paradoxal dans une société d'État-providence qui donne des soins de santé supposément gratuits, quand en fait, on sait que ça nous coûte très cher. Ça nous coûte moins cher qu'au privé parce que justement, en le mettant ensemble et en faisant plus de prévention, on arrive à sauver beaucoup, mais ça coûte encore très cher et on manque de cohérence dans cette application-là. Je parlais d'environnement. Là aussi, ça va nous coûter très cher, toutes les problématiques environnementales qui s'en viennent. Et c'est le système de santé, encore une fois, va l'absorber. Puis on peut aller partout avec ça. Tu sais, on peut dire, je sais pas moi, tu manques de main-d'œuvre, fait qu'on va faire venir de la main-d'œuvre cheap labor d'un autre pays. Je parle pas de réfugiés, là. Je parle de faire venir des espèces d'esclaves là, pour qu'ils travaillent vraiment dans des mauvaises conditions, salaire minimum, etc. Et donc, sauver supposément de l'argent, mais en réalité, ces gens-là vont faire des enfants, il va y avoir une surcharge sur le système au niveau des soins de santé, de l'éducation, etc. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, là. Tu sais, je suis pas en train de dire les êtres humains, on n'en veut pas. Je suis juste en train de dire, tu peux pas juste voir le bénéfice économique court terme de faire que ta livraison Amazon va être moins chère parce que c'est un immigrant qui ne parle pas français qui va être sur les routes l'hiver en sachant pas conduire l'hiver. Dans des mauvaises conditions, il est dangereux pour sa vie aussi, là, tu sais, de faire ce travail-là. Et dans le simple but d'économiser quelques sous, puis on pense que c'est une bonne idée, mais sur le long terme, la société, ça va lui coûter beaucoup plus cher que le quelques sous qu'on a sauvés. Et donc, cette façon-là de penser, c'est fondamental dans l'espèce de politique économique qu'on doit toujours avoir dans une société, surtout dans une société d'État-providence. Parce que dans les sociétés plus capitalistes comme les États-Unis, on peut laisser le marché faire le chaos qu'on veut parce qu'on est convaincu de toute façon que les gens ne méritent pas de vivre s'ils n'ont pas accès à travailler fort puis whatever, ou à être né dans une famille riche. C'est comme leur façon de voir la vie. Mais quand tu es dans un État-providence, tu te dis non, on va, peu importe ce que la personne fait de sa vie, qu'elle consomme du crack ou pas, on va l'aider. Bien, dans cette logique-là, nécessairement, tu dois regarder, est-ce qu'on veut encourager les gens à boire de l'alcool et donc à surcharger le système de santé? Et puis la réponse est évidente, c'est non.